Voilà, bonjour Philippe. Alors, simplement, je vais faire vite, hein, simple. Philippe Huet a la caractéristique, et c'est ça que je trouve intéressant parmi d'autres caractéristiques, d'être à la fois chef d'entreprise et président de SEPL. SEPL, il en parlera, donc je n'en dirai pas davantage. Heu, Philippe Huet a un parcours professionnel qui est très dense. C'est un homme qui a 55-56, hein, je ne sais pas à un an près, qui a, 3 enfants et dont les activités sont pour l'essentiel basées du côté de Meyzieu. Ça dira peut-être quelque chose à André. Je ne voudrais pas trop développer. C'est un homme qui est aussi très engagé dans les activités associatives, les réseaux. Donc, je ne voudrais pas anticiper, mais peut-être qu'à propos de réseau, ça sera intéressant que nous sachions le motiver un jour à mieux comprendre le Rotary et pas simplement les actions du Rotary, mais aussi, toutes les relations amicales que l'on peut y développer. Voilà, j'ai fait le plus court possible parce que le conférencier, c'est Henri Huet. Philippe. Philippe. Merci, merci à tous de me recevoir et de me donner la possibilité donc de présenter la SEPL. Alors, dans quelques jours maintenant, dans 7 jours pour être précis, j'aurai même 57 ans. Euh, voilà, donc effectivement, j'ai un parcours d'entrepreneur. Pour la petite histoire, il y a quelques années en arrière, enfin, ça fait un petit peu maintenant, j'ai été membre du Rotary. Alors, par contre, je ne sais plus lequel on se réunissait au Sofitel. Moi, il me semblait que c'était Lyon-Ouest, mais je ne suis pas sûr du tout. Non. Non, bon, Lyon-Nord. Lyon-Nord, alors Non, pas peut-être. Lyon-Nord, Lyon-Est. C'est Lyon-Est. Lyon-Est. Lyon-Ouest. Est. Ouais. Mais j'ai quitté il y a quelques années maintenant pour des problématiques en fait de temps. Quand j'ai vu que je ne pouvais plus être suffisamment présent, à un moment donné, il a fallu effectivement faire un choix. Je n'aime pas faire des choses à moitié ou qui servent à rien. Faire du réseau, c'est pas pour faire du réseau, c'est pour pouvoir partager et faire partager les choses et construire quelque chose avec. Mais je pense qu'on va pouvoir développer aussi au niveau de la SEPL, puisque la SEPL, donc, dont je suis président depuis 1 an et demi, est-ce que je peux projeter, est-ce que j'ai le droit de partager mon écran? Oui. Oui, ou je peux le faire comme vous souhaitez, je l'ai aussi. Mais Ben, vous pouvez, normalement, alors, vous pouvez le faire si j'ai vous-même. la main, ça sera peut-être plus pratique pour moi pour faire défiler les slides. Oui, vous pouvez Euh, partager sans problème. Vous avez la alors, main. voilà. Toc, toc, toc. À partir du début. Voilà. Donc, la SEPL, la Société d'économie, le nom complet, c'est la Société d'économie politique et d'économie sociale de Lyon, qui a été créée le 22 février 1866 par Henri Germain, qui était également le fondateur du Crédit Lyonnais, et par, j'ai perdu son nom, qui était membre qui était président des CCI, de la CCI de l'époque. Donc, la SEPL, c'est une société de libre examen, de libre discussion, qui se réunit périodiquement pour parler des questions d'économie politique et qui a été créée à l'époque d'inspiration par le saint-simonisme, qu'on pourrait résumer dans la confiance en l'avenir et le progrès qui sont les piliers de l'économie. Alors, je parlais tout à l'heure de partage. C'est vrai que moi, quand on m'a proposé la présidence de la SEPL, dont j'étais membre depuis 2008, dont j'avais été secrétaire général, la première chose que j'ai dit, c'est non, parce que je n'ai pas le temps de m'occuper. Mais toute l'équipe à l'époque en place que je connaissais m'ont motivé en disant ça serait quand même bien qu'on ait un entrepreneur qui puisse présider ces réflexions, ces groupes de travail.
On avait eu beaucoup d'institutionnels, de financiers, euh, et on avait eu très peu d'industriels, d'entrepreneurs et de remettre les sujets de l'entreprise au cœur. Alors, l'objectif de partage de la SEPL, c'est d'essayer de faire des propositions aux grands décideurs de la ville lyonnaise, institutionnels, politiques, privés, publics, pour les aider dans les choix stratégiques pour le développement de la grande métropole lyonnaise au niveau de l'économique, enfin de l'économique sociale et du politique au sens noble du mot politique. La SEPL est apolitique et se veut apolitique. On ne prend pas parti. On parle de la politique au sens noble du mot politique. Donc, nous avons eu quelques autres donneurs. Je reviendrai sur ce que nous faisons, comment nous avons structuré notre activité, mais au cours de ces 151 ans, 145 ans non, 155 ans de vie, il y a eu quelques dîners de gala de la SEPL avec quelques invités de renom comme Maurice Allais, Valéry Giscard d'Estaing et Antoine Riboud, par exemple. Plus récemment, donc, on a eu Alain Mérieux, Jean-Claude Trichet, Luc Ferry, une intervention qui était passionnante de Luc Ferry. Les notes de synthèse des dernières années. Donc, je n'ai pas mis toutes les précédentes années, j'ai mis les dernières pour donner une idée de quel était le travail de la SEPL. Donc, en 2007-2008, on avait fait le renforcement du travail en équipe entre Lyon et les villes environnantes pour une métropole multipolaire. Ensuite, on avait travaillé sur les synergies entre la recherche et l'industrie dans la métropole lyonnaise. En 2013-2014, là, j'avais été assez impliqué d'ailleurs l'internationalisation des entreprises de la région lyonnaise. 2015-2016, l'émergence de l'économie circulaire, encore une fois pour les entreprises. Et on a publié assez récemment, donc sur la session 2017-2019, un livre blanc sur la transformation digitale des entreprises. Donc notre cœur de réflexion, c'est la région lyonnaise. Parfois, on déborde un petit peu, on essaye de se recentrer. Nous n'avons pas vocation et pas les moyens non plus de travailler sur des sujets nationaux, internationaux. Notre cœur de réflexion, c'est le développement de la région lyonnaise. Donc, nous avons un bureau qui se réunit régulièrement, dont je suis le président. Dans les postes présidents, donc les plus récents, nous avons Marie-Christine Chalus-Sauvanet, qui est professeure émérite à Lyon 3, Yves Mincieux, je pense que vous connaissez pour au moins certains, Marc Bonnet, Nicolas Millet, Caroline David en secrétaire général, Nicolas Millet étant mon vice-président et étant le vice-président de la session précédente, Catherine Sambin, qui est la trésorière, chargée de communication, Jean-François Manière, qui est un jeune, je parlerai tout à l'heure du web et des réseaux, justement, qui est très à même au niveau de tous les outils de communication. Guillaume Cochet, que certains peuvent peut-être connaître également, François Guillon et Frédéric Clairet, qui est un associé Mazars, qui nous fait l'honneur de participer à notre bureau pour apporter ses réflexions. Alors, on a quand même… alors, j'ai quand même pas eu de chance parce que j'ai été élu en octobre 2019, effectivement, et nous avons dû quand même nous adapter parce que la crise de la Covid a mis un coup quand même, et je pense qu'un certain nombre d'organismes comme les nôtres ont été un petit peu perturbés avec cette chose-là.
Et nous avons transformé, nous avons essayé d'avoir un message très positif en se disant il faut qu'on regarde quelles vont être les opportunités. OK, on a un obstacle devant nous qui n'est pas négligeable puisqu'il a affecté la planète entière. Malgré tout, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort et on va regarder qu'est-ce qu'on peut en faire. Souvent, je dis, nous ne sommes pas responsables des choses qui nous arrivent, enfin des aléas de la vie plutôt, mais nous sommes toujours responsables de notre réaction face à ces aléas. Donc, on cible encore une fois l'exemple de la région lyonnaise. On essaye de faire 5 à 6 conférences annuelles, dont un dîner de gala. Alors, bien évidemment, depuis l'année dernière, nous n'avons pas pu le faire. Des déjeuners débats qui sont souvent des témoignages d'entreprises, des think tanks pour pouvoir travailler pour focuser certains sujets, assemblée générale, conseil d'orientation, réunion de bureau. Alors, j'avais démarré, je l'ai laissé volontairement, mais j'avais démarré le programme 2019-2022 qui était au cœur de l'entreprise. Je voulais qu'on mette en lumière les entreprises de la région lyonnaise et qu'on voit ce qu'on pouvait en faire. Le thème était l'évolution des compétences pour l'évolution des entreprises, puisqu'on avait entamé quelques conférences sur la formation professionnelle, sur tous ces organismes de formation que nous avons la chance d'avoir sur la région lyonnaise, mais en regardant qu'est-ce qu'elles peuvent apporter concrètement pour l'évolution des entreprises. On avait donc comme programme, on a eu l'école sans prof qui avait été présenté donc, par Cyril Issant. Pardon, excusez-moi, je suis allé trop vite. Alors attendez, comment je fais pour revenir en arrière? Excusez-moi. Hop. Parce que j'ai les vidéos qui sont devant. Voilà. Donc, l'antagonisme ou pléonasme du futur, on avait visité l'école 42. Nous avions fait intervenir en décembre 2019 François Turquin, donc l'international, un objectif ou une compétence. Et puis ensuite, effectivement, on a eu quelques problèmes avec la Covid. On avait donc une conférence qui était l'alternance, l'apprentissage, le pont naturel vers les entreprises, donc par la SEPR et le MEDEF, qu'on a dû annuler. Et nous avons pu faire pour la première fois dans l'histoire de la vie de la SEPL une visioconférence. C'était vraiment une grande première pour nous. La SEPL est une vieille dame assez classique et on avait plutôt l'habitude de se réunir à la Chambre de commerce et d'industrie, très souvent, salle Jacquard. Et là, par contre, on avait quand même quelques problématiques de présentiel et on a lancé pour la SEPL la première visioconférence que Christian Jacques Béret, donc directeur régional de la Banque de France, a eu l'amabilité de nous présenter en faisant un focus sur le paysage économique conjoncturel. Nous avions fait un déjeuner-débat très intéressant. On n'avait pas pu en faire d'autres, malheureusement, mais avec l'ENE, avec Nicolas Chavas, sur l'industrie du futur et sur toutes les possibilités qui sont offertes aujourd'hui et qui sont encore accélérées par le digital à l'heure actuelle. Nous avions eu l'accord de Jean-Michel Aulas pour faire notre dîner de gala au Groupama Stadium avec Jean-Michel Aulas comme conférencier sur le thème de l'Olympique lyonnais, une entreprise internationale, puisque l'Olympique lyonnais, à l'époque, avant toutes ces problématiques, c'était effectivement une véritable entreprise internationale en ayant racheté un club de foot américain,
en ayant tout l'événementiel du groupe Stadium, en ayant tous ces sujets-là. Et on a malheureusement dû annuler à cause des problématiques des conditions sanitaires. Nous avions reçu l'année précédente à Château-Perrache, au Mercure, le Michael Solander qui nous avait fait une conférence en français, vice-président, entre autres, monde d'Ernst Young. Très belle conférence sur la vision américaine de notre système. J'ai perdu le titre, je ne l'ai plus en tête. Donc, les conférences ont pu reprendre de manière un petit peu plus active sur la deuxième période. Philippe Valentin, donc président de la CCI, et Jean-Pierre Roy de l'IDRAC nous ont parlé de entreprise et formation, avec un thème à la fois entreprise et à la fois organisme de formation, l'IDRAC, enfin école de commerce. Nous avons fait en décembre Éric Garcin qui avait été nommé en janvier à la fête de l'entreprise homme chef d'entreprise de l'année, et qui se trouve être un de mes clients en plus. Et moi-même, nous avons apporté notre témoignage sur la crise, comment on l'avait vécu et comment on en avait fait un accélérateur des mutations économiques. Nous avons plus récemment donc reçu Jean-Roger Régnier et Pascal Bouisset de l'école de la deuxième chance, qui nous ont parlé de la pédagogie individualisée pour une cité inclusive. Tout récemment, une première visioconférence mixte présentielle, puisque nous l'avons fait dans les locaux de la SEPR. Véronique Furlan et Bernard Perret, donc, qui nous ont parlé de la formation professionnelle, le levier de transition socio-économique dans la région lyonnaise, bien évidemment. La prochaine conférence, on va envoyer un save the date qui est une conférence commune avec Christian Jacques Béret encore et Frédéric Morel, donc de Lyon Place Financière et Tertiaire, sur le thème de est-ce que la crise est évitable, est inévitable ou évitable, et là aussi en essayant de tourner le message positif de qui va s'en sortir, comment ils vont faire, plutôt que de se focaliser sur les problématiques rencontrées. Tout le monde connaît les problématiques qu'on rencontre, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la partie économique. Le dîner de gala, donc, pour l'instant, est quand même mis en stand-by. Donc, on va voir comment évoluent les conditions sanitaires. Peut-être que nous pourrons faire quelque chose en septembre, mais bon, pour l'instant, c'est un petit peu le flou quand même. Nous allons également présenter fin juin les conclusions d'un think tank qui est piloté par Nicolas Millet, Santé Pharmacie. Et nous avons en cours deux autres think tanks, agroalimentaire et solidarité, mais qui prennent un petit peu plus de temps. Dans les déjeuners débats, nous avons reçu Simon Hayek de Biblos en octobre. Nous étions au Link à quelques jours effectivement des problématiques de couvre-feu. Il nous a apporté un témoignage assez intéressant, justement. Lui aussi avait un message à faire passer, c'est comment on peut sortir de cette crise pour les entreprises, même s'il est assez en difficulté. C'est justement comment on peut réagir face à ça. Bien évidemment, on fait des livres blancs sur chacune de nos sessions. Alors, on va faire un mini livre blanc sur l'insertion qui est en cours déjà d'élaboration sur la formation sur l'insertion et la formation professionnelle.
ce que l'on pense, c'est que les conséquences de la crise économique et sociale n'est pas encore complètement apparente, mais elle risque quand même de se produire. Et nous pensons qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir amortir et anticiper. On essaye d'anticiper en fait les problématiques plutôt que d'essayer de régler les problèmes qui se posent. On essaye d'anticiper. Il y aura forcément des conséquences quand on va couper. Quand on va couper la perfusion des entreprises, on risque d'avoir quand même d'assez gros dégâts. Et c'est là où il faudra qu'il y ait un matelas qui soit prêt pour ramasser ceux qui seront au bord de la route à ce moment-là. Et comme évidemment, on fera un livre blanc à la fin de la session donc triennale 2019-2022. Nos partenariats, liste non exhaustive. Alors, bien évidemment, le Crédit Lyonnais et la CCI qui font partie du Conseil d'orientation d'ailleurs, en tant que partenaires historiques, ils sont cofondateurs de la SEPL, la Banque de France, le Toulion, CPME, MEDEF, l'ENE, l'IAE, le M Lyon, etc. Et voilà, j'en ai terminé pour une présentation succincte de ce que nous faisons. Je voudrais synthétiser quand même, parce que je n'ai pas pensé à le mettre là-dedans, mais nous avons diffusé cet été, enfin l'été dernier, un message d'espoir où on appelle effectivement toutes les associations, tous les organismes, tous les think tanks à essayer de se serrer les coudes et de renforcer les actions, et plutôt que de faire des actions diffuses, essayer de se regrouper pour pouvoir avoir plus d'impact et plus de poids sur les actions à mener. C'est dans ces moments de crise que justement, il faut serrer les coudes et il faut trouver les solutions positives pour pouvoir affronter des difficultés. Voilà ce que je peux dire de la Société d'économie politique et d'économie sociale de Lyon. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter, si vous le voulez bien, votre partage d'écran. Voilà, pour qu'on se voit mieux les uns les autres. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Philippe? Oui. Je vais me mettre en affichage galerie pour voir tout le monde. Véronique, et après Serge. J'ai une question. Bonjour monsieur, merci de votre intervention qui était très intéressante. J'aurais voulu savoir quel est votre axe d'action pour 2020-2021, puisque vous nous l'avez montré jusqu'à 2019. Est-ce par rapport au Covid, comment vous allez agir par rapport à la crise, l'économie, aider les entreprises? Qu'est-ce qu'est votre axe d'action? Alors, 2019-2020, juste avant la Covid, on pensait, j'y tenais plus particulièrement, à parler des entreprises de la région lyonnaise, et dans une situation où on ne présumait pas à ce moment-là la problématique de la Covid. Donc, c'est pour ça que j'avais fait intervenir François Turca, que je connais bien, sur l'international et parler du développement des compétences pour le développement des entreprises. Quand la Covid est arrivée, on a effectivement été obligé on s'est dit c'est peut-être le moment, et c'est peut-être notre rôle aussi de savoir faire preuve de souplesse et de changer notre directive. Et là, qu'est-ce qui nous intéresse d'étudier et de réfléchir en termes de sujets, c'est les mutations nécessaires qui sont engendrées par la crise et qui vont permettre
à l'ensemble de la vie économique lyonnaise de pouvoir vivre. Le premier axe qu'on est en train de dérouler est effectivement l'axe de l'insertion de la compétence. On est quand même resté sur notre sujet, mais en essayant plutôt de s'orienter sur les mutations qui vont être nécessaires pour faire face à une situation difficile. Sur le thème, pour l'instant, effectivement, de l'insertion, la formation, l'intégration, que demandent les entreprises, que demandent les organismes de formation. On va essayer, ce n'est pas encore complètement finalisé, mais on va essayer de… un sujet qui nous intéresse aussi, c'est que souvent, on réfléchit, nous, en tant qu'adultes ayant une carrière professionnelle déjà bien faite, d'avoir le point de vue de nos jeunes aussi. Je pense que c'est important de voir comment eux, qu'est-ce qu'ils attendent des entreprises, comment ils voient l'évolution de leur carrière professionnelle, avoir cette vision un petit peu pré-professionnelle, comment eux voient les choses. Merci. Serge, tu avais une question, Serge Point. Oui, merci. Déjà, Véronique a posé la bonne question. Je vais le préciser. Mais auparavant, si vous permettez, M. Lay, vous avez cité, vous souhaitiez citer le nom d'une personne qui avait été un parti créateur. Il se trouve qu'un de nos membres, Jacques Canton de Bas, nous avait fait une conférence sur Arlès Dufour. Oui. Était-ce lui auquel vous Oui, pensez? tout à fait, tout à fait. Voilà. Parce qu'il était passionné d'Arlès Dufour. Je crois même qu'il a rédigé un ouvrage sur lui. Il a fait une thèse. Il a fait une thèse dessus. Une thèse dessus. Cette période de l'histoire est passionnante, oui. Voilà. Bien. Alors, j'en viens à mes questions sur le rôle des formations qui est majeur pour sortir des crises, comme celles que nous vivons, celles qui vont venir. Que pensez-vous des initiatives que prennent certaines entreprises, comme LDLC sur la formation de jeunes pendant 2 ans, je crois, formation informatique. Ce modèle-là n'est-il pas à répéter dans d'autres secteurs, et en particulier de ceux qui peuvent survenir dans la région lyonnaise? Voilà. Alors, je ne connais pas particulièrement le programme de formation de LDLC qu'il a mis en place. De la Clergerie. Oui, Olivier de la Clergerie. Mais je ne connais pas quel est son programme de formation, donc je ne peux pas me prononcer précisément. Moi, d'une façon générale, ce qu'on constate souvent, d'abord que les entreprises sont souvent le moteur des solutions, et que au niveau des institutionnels, souvent on a des aides ou on a une mise en place qui sont soit trop diffuses, soit trop lentes à mettre en place. Et effectivement, souvent les entreprises sont beaucoup plus réactives et savent faire mettre en œuvre leur propre formation par rapport à leur métier, par rapport à leurs besoins. C'est ce qu'on essaye d'étudier pour effectivement pouvoir apporter un œil un petit peu différent à nos décideurs de la ville lyonnaise, que ce soit au niveau de la préfecture, que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit au niveau de tous les décideurs de la vie politique et économique lyonnaise. Je pense qu'on aurait intérêt par moment, on le voit malheureusement souvent dans toutes les parties administratives, on voit souvent on saupoudre plutôt que de s'atteler à une problématique, d'y croire
d'être convaincu et effectivement de mettre les moyens pour prendre et soutenir ce besoin. C'est un petit peu ce que nous pouvons voir de notre œil SCPL. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Véronique? Je me permets de vous poser la question par rapport, vous parlez du digital. Est-ce que vous avez affaire avec la piscine qui est à Gerland? Non. D'accord. Et que pensez-vous où ils en sont au niveau de la région lyonnaise pour la création d'une université qui devait être à Charbonnières? Là, personnellement, je ne suis pas au courant. Là, je ne suis pas au courant. Je ne pourrais pas répondre. Et je pourrais pas C'est pas répondre. grave. Moi, aujourd'hui, sur le digital, ce qu'on voit, puis alors, je suis vraiment dans je suis vraiment dans le bain, moi, avec mon entreprise. Donc, on est très tourné à l'international. On fait plus de 80% de notre chiffre international. Quand on a eu le confinement, on a eu la chance, il y a quelques années en arrière, de prendre la bonne option, c'est-à-dire que moi, 90% de mes salariés étaient capables de travailler à partir de chez eux, ce qui fait que le 16 mars au matin, alors que l'annonce du confinement n'était pas faite, j'avais déjà demandé à mes salariés de récupérer leur ordinateur, de rentrer chez eux, de se mettre, de prévoir que pendant une quinzaine de jours, on savait qu'on allait être confiné. Au moins pendant une quinzaine de jours, rentrez chez vous, on va travailler à distance, on va faire des visios, etc. Ensuite, on a eu des problématiques à régler. On est par exemple sur le chantier de la centrale nucléaire de Roupur au Bangladesh. On a une machine qui est tombée en panne. C'était dans les derniers jours d'avril. Grosse problématique parce que nous ne pouvons pas aller sur place et il a fallu pouvoir travailler. Alors, nos machines sont connectables par Internet, donc on peut faire des pré-diagnostics, on peut avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé de façon à pouvoir aider à distance l'entreprise. Le Bangladesh, il faut compter 1 jour et demi pour y aller en transport. Il n'était pas fermé à l'époque, le pays n'était pas fermé, il continuait de travailler. Et ça nous a vraiment mis les entreprises, cette situation nous a vraiment obligés d'avancer sur le numérique, sur le digital, sur tous les outils, que ce soit de communication ou d'industrialisation, à distance, puisque là, nous ne pouvions plus quasiment nous déplacer, en tout cas dans des conditions normales, dans le monde. Et c'est vraiment, je suis pas le seul. Toutes les entreprises ont été confrontées à ce sujet-là. Et on a vu, d'ailleurs, on a vu Zoom en est un exemple assez net comme outil de communication qui s'est énormément développé en quelques mois. Tout le monde s'est mis à la visioconférence et tout le monde a étudié ces problématiques. Comment je fais pour gérer des choses à distance? Donc ça, moi je trouve que c'est une vraie opportunité. Ça nous a mis le pied, au pied du mur. C'est une vraie opportunité pour pouvoir faire le monde de demain. La conférence que nous allons faire le 27 mai, j'espère qu'on va pouvoir débattre un petit peu là-dessus, mais les lignes ont bougé aujourd'hui. Pas autant que ce qu'on pouvait imaginer il y a 1 an en arrière. On avait l'impression que le monde allait être complètement différent. Il ne l'est pas autant que ça, mais il y a quand même des lignes qui ont bougé, notamment sur le numérique. Par obligation de survie, par moyens qui ont été mis dedans, c'est-à-dire que d'un coup, tout le monde a pris conscience. Nous avions eu le flair de nous mettre
de nous mettre connectés depuis de nombreuses années, mais je vois que des entreprises qui n'étaient pas connectées, ça a été très, très difficile pour eux, hein. Et il faut le se dire comme une opportunité. Ça change, le monde change, les lignes ont légèrement bougé, mais elles ont bougé. Il y a des choses où on ne reviendra pas en arrière, je pense. Alors, j'ai une question, moi, à propos des lignes qui bougent ou qui devraient bouger, justement. Bon, vous avez une société, un groupe qui travaille dans des proportions importantes à l'étranger. Vous avez parlé de 80%. Euh, Vous avez, par ailleurs, fort heureusement pour vous, anticipé un certain nombre d'évolutions, y compris de comportementales, technologiques, etc. Je parle au numérique, au digital, je pense à ça, bien sûr. Est-ce que vous avez une idée, parce que moi, je n'y vois pas clair dans ce domaine-là, est-ce que vous avez une idée du degré de préparation des PME, je parle des bonnes PME, si vous voulez, celles qui ont une consistance, quoi, des PME, justement, face à ces évolutions indispensables, quoi qu'il arrive, avec ou sans Covid? Euh, Là, j'y vois pas clair. c'est difficile. Il y a, comment dire, il y a peu d'entreprises en fait françaises, franco-françaises, qui font beaucoup d'international ou qui le font de manière structurée. On a beaucoup d'entreprises franco-françaises pour un marché français où là, la problématique ne s'est pas réellement posée aujourd'hui. Et les sociétés que je peux connaître, que j'ai pu rencontrer ou avec qui j'ai pu débattre, qui sont tournées vers l'international, en général, sont assez bien équipées. Enfin, en tout cas, avaient commencé de toute manière à avoir des équipements numériques digitaux, à réfléchir à l'industrie 4.0. Au niveau industriel, je pense que les entreprises qui exportent ou qui travaillent sur des marchés internationaux sont relativement prêtes. Après, les plus petites entreprises ou pas habituées à faire de l'export, euh, on a une problématique au niveau des entreprises françaises sur l'international. Souvent, les entreprises n'ont pas compris qu'on ne fait pas de l'international comme enfin, que c'est une… moi, souvent, j'ai dit, Bartek, en fait, ce n'est pas une entreprise française qui travaille à l'international, c'est une entreprise internationale qui se trouve basée en France. Quand j'embauche quelqu'un, il parle anglais. Voilà, c'est la base, que ce soit un comptable, une secrétaire, un commercial, bien évidemment, ou un technicien, il parle anglais. C'est obligatoire puisque, de toute manière, notre marché potentiellement est sur la planète entière. Donc, nous sommes une société internationale. Souvent, les entreprises qui veulent partir à l'international, c'est parce que le marché français se trouve un petit peu trop restreint. Ils ont vu que, ils ont vu qu'en Roumanie, leurs produits se vendaient bien. Ils se disent, tiens, ben, je vais embaucher quelqu'un qui parle roumain et je vais mettre une verrue à mon entreprise et on va l'aider à développer, à essayer de développer du marché en Roumanie. Je vais faire un salon, mais c'est toujours une société française qui crée un service commercial destiné à l'export et dans lequel il ne met pas suffisamment de moyens. Moi, aujourd'hui, tout le monde peut répondre à un client à minima en anglais. Alors, on a des compétences de langue bien plus que ça, puisqu'on a le chinois, l'arabe, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le néerlandais. On couvre quand même un grand nombre de langues. On est vraiment multilingue. Et c'est vraiment c'est quelque chose, c'est pas une opportunité, c'est une c'est une façon de gérer. On est de la même manière que vous avez, suivant les zones géographiques mondiales,
vous n'avez pas les mêmes approches. On ne traite pas de la même manière avec un Chinois, un Allemand ou un Qatari. Vous n'avez pas les mêmes attentes de la part des clients, pas les mêmes façons de procéder. Ou l'Europe de l'Est très juridique, où vous mettez une semaine à monter un contrat parce qu'ils sont très précis dans les termes juridiques qu'on va employer, etc. Donc, souvent, l'erreur des entreprises françaises qui veulent partir à l'international, elles partent à l'international sans s'être vraiment organisées. Et puis après, elles arrêtent pour une grande partie. Celles qui sont structurées pour, elles ont déjà compris que le numérique, le digital était une obligation. Voilà. Merci. On a Peut-être une petite question pratique. Donc, pour être membre de la SEPL, j'ai l'impression que c'est assez simple. Oui. C'est assez simple. Je me suis permis d'aller voir sur le site. J'ai l'impression que c'est simple. Est-ce qu'après, alors j'ai peut-être pas, ça m'a peut-être échappé dans notre présentation. Est-ce qu'après, il y a des commissions, il y a des groupes de travail? Alors, on essaye de beaucoup plus s'ouvrir effectivement et de faire des appels aux compétences de chacun. Alors là, on est en train de regarder pour justement pouvoir, entre guillemets, ficher les compétences de nos membres pour travailler sur les think tanks, pour travailler sur des sujets plus particuliers et les gens qui ont envie seulement de soutenir ou les gens qui ont envie d'être actifs. On a eu, et j'espère bien que je vais arriver à le faire avant la fin de ma mandature, on a eu toute une période à la SEPL où les membres devaient être, il manquait un petit processus démocratique, notamment pour les élections de membres du bureau, du président. Je me suis normalement engagé à ce qu'à la fin de ma mandature, n'importe qui, membre adhérent de la SEPL, puisse présenter une candidature comme président de la SEPL, alors que jusqu'à présent, chaque bureau désignait son futur président qui était validé en assemblée générale, mais sans qu'il y ait un vrai processus démocratique où quelqu'un puisse défendre un programme, puisse défendre une conviction et pouvoir se faire élire par des membres de l'Assemblée générale, même s'il n'est pas copain avec l'ancien président ou avec les membres du bureau. C'est quelque chose qu'il faut absolument développer encore plus et toute notre équipe de communication fait du bon boulot là-dessus et je pense qu'on va arriver effectivement à avoir quelque chose de très efficace pour qu'on puisse utiliser au mieux les compétences et les envies de nos membres adhérents. Voilà. Merci. Peut-être une dernière question, s'il y en a encore une. Oui, alors moi, ce n'est pas vraiment une question. Bon, je suis un minuscule membre de la SEPL, mais ça, c'est un détail vraiment. Je n'ai aucun mérite, très loin de là. Mais en revanche, il y a une chose qui m'a plu ce soir, Président, c'est, et j'aimerais, c'est prétentieux, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'un thème à développer puisse être, eh bien, patron de PME, soyez une entreprise internationale basée en France. Alors ça m'a plu, ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Moi, encore une fois, je l'avais dit un petit peu en préambule, je n'ai pas demandé à être président de la SEPL, j'ai suffisamment d'activités. Par contre, effectivement,
j'aime le partage et il faut semer pour pouvoir récolter. J'ai pris la présidence de la SEPL pour pouvoir donner aux autres une petite partie de ce que je peux donner. Et si je fais parfois des interventions j'en ai fait un au lycée Chevreul il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques mois, pour essayer de donner envie en fait à nos jeunes de devenir des entrepreneurs et de prendre les bons chemins, de ne pas se rater trop de fois. Alors, quand on est entrepreneur, on se rate forcément à un moment donné. C'est le contraire qui serait assez étonnant et qui serait même inquiétant. Qu'on ne se rate jamais. Il faut essayer et parfois, l'important, c'est pas grave de tomber, le tout, c'est de se relever. Et effectivement, ça, à l'international, j'en ai débattu avec François Turquin un grand nombre de fois et je pense vraiment que l'erreur des entreprises françaises qui veulent partir à l'export, c'est de penser rajouter une verrue sur leur entreprise qui serait un département export. Faut vraiment changer de paradigme. Il faut être une entreprise internationale. Et il faut le raisonner tel quel, enfin, de cette façon-là. Après, là-dessus, moi, je peux en parler des heures. Alors, si après, je parle de l'entreprise et de l'international, vous ne m'arrêtez plus. Hein. Je vous fais des conférences sur 3 jours. Il faudra revenir pour ça, peut-être. Chantal, tu as une question? Non, je croyais pas, non. Ludovic, du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Tu veux dire un petit mot de la fin? Non, moi, je commence à lire les messages des uns et des autres et il y a plutôt il y a un plébiscite sur l'intérêt de votre intervention. Je pense qu'effectivement, Jean, a priori, est membre de la SEPL. Je pense qu'effectivement, on aura l'occasion d'en discuter, puisque ça a l'air d'être extrêmement ouvert et très riche au niveau, en tous les cas, de tout ce que vous avez présenté. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la SEPL. Écoutez, ce que je peux proposer à Philippe, bonsoir, c'est de revenir en présentiel dans des meilleurs temps au sein de notre club et qu'on puisse poursuivre cette discussion. Avec grand plaisir. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup pour cette intervention. Tous. Vraiment très, très intéressant. Merci pour votre intervention.